Au cœur de la physique quantique moderne réside un problème très discret et en même temps plutôt maladroit, dont peu parlent en dehors du cercle académique. Et si ce problème est évoqué, c'est souvent pour tenter de le dissimuler derrière des abstractions complexes ou des formulations mathématiques embrouillées, qui créent un brouillard énorme pour les non-spécialistes. Cependant, l'essence même de ce problème est assez tranchante et évidente. Selon notre cadre théorique physique le plus réussi, la réalité, dans son sens complet, n'existe pas tant que nous ne l'avons pas observée. En d'autres termes, dans le cadre de la mécanique quantique, la réalité ne se décrit pas comme un ensemble d'objets possédant des propriétés définies à chaque instant précis. Au lieu de cela, elle apparaît sous la forme d'une entité mathématique appelée la fonction d'onde, qui contient l'information sur le système. Cependant, cette fonction d'onde ne dit pas directement où se trouve la particule, ou ce qu'elle fait à un moment donné. Elle ne fait qu'assigner une probabilité aux événements possibles. Il est possible que la particule se trouve quelque part, qu'elle soit dans un certain état, et que certains résultats de ce processus soient possibles. Et tout cela repose sur une seule et même construction mathématique, la fonction d'onde, qui a la capacité de couvrir simultanément un grand nombre de situations et d'états différents. Ce mode unique, où un système se trouve simultanément dans plusieurs états, s'appelle la superposition. Et, d'un point de vue mathématique, tout cela fonctionne très précisément. Les prédictions fondées sur le principe de superposition sont tellement exactes que presque toutes les technologies modernes en sont basées. Des appareils comme les transistors, les lasers, les tomographes à résonance magnétique et même les systèmes de positionnement global fonctionnent grâce au principe quantique. Par conséquent, la théorie n'est pas une spéculation et n'est pas impossible à tester. Au contraire, elle est extrêmement précise, vérifiable, et il convient de souligner qu'elle fournit des résultats incroyablement performants. Mais au sein de ce système réussi se cache une fracture très profonde et fondamentale. Elle tient en ceci. Lorsqu'un système quantique est dans un état que nous n'observons pas, celui-ci évolue selon une équation particulière, l'équation de Schrödinger, et à ce moment-là, rien de dramatique ne se produit. Toutes les branches potentielles coexistent, se recouvrent et sont décrites conjointement par la fonction d'onde. À ce moment, le système se trouve dans un état de superposition. Cependant, dès qu'une mesure est effectuée dans le système, la fonction d'onde change de façon beaucoup plus brusque. Elle s'effondre, et une des branches possibles devient réalité, tandis que toutes les autres semblent disparaître, comme si elles n'avaient jamais existé. Et c'est ici que naît la question. Non pas en soi de savoir que cela se produit, mais de comment et pourquoi un tel effondrement se produit en réalité. C'est précisément cette question, connue sous le nom de problème de la mesure, qui est l'une des plus importantes et mystérieuses en mécanique quantique. En physique classique, la mesure est essentiellement un acte passif. Le thermomètre ne détermine pas la température, il ne fait que la révéler, une grandeur déjà existante. Il en va de même avec une règle. Elle ne crée pas la longueur, elle limite simplement sa valeur exacte. Cette approche suppose que l'instrument de mesure ne fait que révéler des propriétés du système qui existaient même avant que nous commencions à les étudier. En mécanique quantique, cette conception est perturbée. Avant de mesurer une propriété d'un système, qu'il s'agisse de la position, de l'énergie ou d'une autre caractéristique, celle-ci n'est pas simplement inconnue. Elle se trouve dans un état d'indétermination, et jusqu'au moment de la mesure, on ne peut même pas parler d'une valeur fixée. Elle représente plutôt une valeur implicite ou inaccessible à une définition précise. L'acte de mesure, dans ce cas, ne dévoile pas la réalité, mais, en quelque sorte, la crée. Ce paradoxe, ou secret tacite de la théorie quantique, a poussé les premiers scientifiques à adopter ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague. Selon elle, la mécanique quantique ne décrit pas la réalité elle-même dans toute sa totalité. Elle a pour but uniquement de nous donner une compréhension de ce qui se passe lors de la mesure et de la façon dont nous percevons le système. Dans ce cadre, il n'a aucun sens de parler de la façon dont un objet se comportait avant la mesure, ou de ce qu'il était dans le sens absolu du terme. La réalité dans cette paradigmée est étroitement liée au processus de l'observation. Elle ne peut être dissociée de l'observateur. Pendant un certain temps, cette approche, associée à une conception philosophique harmonieuse,
semblait très commode. La mathématique marchait sans faille, les prédictions s'avéraient toujours exactes, et cette méthode semblait totalement prouvée et logique. Cependant, malgré ses succès, une question très importante et profondément préoccupante taraudait les chercheurs. Elle concernait la nature même de l'acte d'observation. Que doit-on considérer comme tel? En effet, la séquence d'interaction lors d'une chaîne de mesure, du premier contact entre la particule et l'appareil jusqu'au rendu final à l'écran, est tellement complexe et embrouillée que chacune de ces étapes introduit ses subtilités. L'interaction de la particule avec l'instrument de mesure, cette interaction avec le détecteur, la création du signal, son traitement par des circuits électroniques, la conversion des données en une forme visuelle ou graphique, toutes ces étapes transforment une simple action en une chaîne de processus complexes. Et c'est dans cette chaîne, dans cette succession, que se cache la grande question à laquelle on n'a pas encore de réponse définitive. Qu'est-ce qui, dans cette composition, dans cette chaîne, transforme un système quantique abstrait en une réalité concrète que l'on peut observer? Tout commence par la transmission des signaux neuronaux dans le cerveau. Et à un moment donné de ce processus délicat, la fonction d'onde décrivant l'état du système quantique cesse de progresser de manière fluide et continue, et sombre soudainement, se transformant en un résultat précis. Où précisément dans la chaîne d'événements se produit ce changement radical? Où se produit cette chute de la fonction d'onde? En substance, la transition vers un résultat déterminé. Cette question a longtemps taraudé les scientifiques et suscité de nombreux débats. Le physicien nommé John von Neumann a formulé le problème ainsi, ce qui est aujourd'hui appelé la chaîne de von Neumann. Son approche analytique a montré que, d'un point de vue mathématique, tout composant physique du processus de mesure peut être considéré dans le cadre d'un système quantique. Il est important de souligner que, selon cette perspective, aucun instrument de mesure, détecteur ou même le cerveau humain lui-même ne sont exemptés du principe de superposition, du moins en théorie. Tous ces éléments, en principe, peuvent se trouver dans un état de multiples résultats possibles simultanément, jusqu'à ce qu'un collapse survienne, transformant ces possibilités en un résultat concret. Telle est la conception même. Si l'on considère tous les systèmes physiques de manière séquentielle et continue, la chaîne ne se rompt jamais. Elle ne peut que être soumise à une force ou un facteur non physique qui sort la système de ce paradoxe quantique. Von Neumann lui-même est parvenu à la conclusion que la fin de ce processus de collapse ne doit pas nécessairement se produire dans un objet ou un dispositif physique, ni dans un cerveau matériel ou un appareil. Il a supposé que le véritable point où peut se produire une percée définitive de la fonction d'onde, sans contradiction, est le moment même de la perception consciente, l'expérience du sujet conscient. En d'autres termes, c'est précisément au moment de votre conscience subjective d'un résultat déterminé que disparaissent les multiples variantes possibles et que la réalité se précise. Pas dans un dispositif mécanique, pas dans le cerveau physique, mais dans l'acte de perception, au moment où vous réalisez concrètement ce que vous observez. Il convient probablement de noter que cette idée n'a pas été accueillie de manière uniforme et enthousiaste. Au début, elle a été tolérée, puis son intérêt s'est accru pour finalement tomber dans l'oubli. Toutefois, elle n'a pas disparu complètement, car la logique qui y est consacrée était difficile à réfuter ou à infirmer définitivement. Ce problème a été compliqué par un scientifique nommé Eugen Wigner, qui a proposé une expérience mentale célèbre, qui a grandement alimenté le débat. Imaginez que votre ami se trouve à l'intérieur d'un laboratoire hermétique, où il mesure une particule quantique et enregistre un résultat précis. À l'intérieur de cet espace fermé, l'ami voit un résultat concret, disons le résultat A. Et de l'extérieur du laboratoire, au-delà de ces murs, vous n'avez pas accès à cette information. Néanmoins, selon les lois de la mécanique quantique, tout ce qui se passe à l'intérieur doit obéir aux mêmes règles, et le laboratoire, ainsi que l'ami lui-même, font partie d'un système qui peut être dans un état de superposition. Cela signifie que pour vous, extérieur au laboratoire, les deux résultats possibles, à savoir que l'ami ait observé le résultat A ou le résultat B, se produisent en réalité simultanément dans le cadre du même état quantique. Il en découle une question naturelle.
Si vous ouvrez le laboratoire et voyez le résultat que votre ami a obtenu, quel est le moment précis du collapse véritable? Cela s'est-il produit lorsque votre ami a enregistré le résultat pour la première fois ou lorsque vous en avez pris connaissance? Si l'on suppose que la conscience est le niveau où la superposition se déchire, alors la réponse dépend de celui dont l'expérience consciente est considérée comme déterminante, la vôtre ou celle de votre ami. Si c'est la observation de votre ami, c'est-à-dire sa perception consciente, qui provoque le collapse, alors, de votre point de vue, il s'est produit indépendamment de votre connaissance ou de votre perception. En revanche, si, selon cette théorie, votre participation consciente est nécessaire pour fixer le résultat, alors au moment où votre ami a vu le résultat, il restait dans un état de multiples possibles, jusqu'à ce que vous ouvriez la porte ou que vous lui demandiez. Les deux options sont tout aussi préoccupantes. L'une laisse penser que la réalité dépend de l'observateur, et l'autre, que même les êtres conscients peuvent être en état de superposition. Wigner lui-même prenait cette question très au sérieux. Pendant un certain temps, il affirmait ouvertement que la conscience devait jouer un rôle fondamental dans la structure des lois physiques. Par la suite, avec l'âge, son point de vue s'est adouci, et il a adopté des interprétations plus conciliantes. Mais une résolution définitive de ce paradoxe reste encore inaccessible. C'est précisément à ce croisement que se confrontent deux domaines, apparemment distincts, de la science et de la philosophie, la physique quantique et la science de la conscience. Même en laissant de côté la discussion sur la mécanique quantique, la nature même de la conscience demeure une énigme que peu ont réussi à explorer pleinement. La neurologie excelle à expliquer les mécanismes du fonctionnement du cerveau, mais comprendre comment émerge la perception subjective reste incomplet, soulevant de nombreuses questions. Les neurones s'activent, les signaux se transmettent, des réseaux complexes de cellules nerveuses traitent l'information. Chaque fois que le fonctionnement d'une région particulière du cerveau est perturbé, les fonctions qui y sont liées disparaissent chez la personne. Sa capacité à percevoir ou à contrôler certains aspects du monde extérieur ou de son état intérieur est perdue. Ces liens évidents et bien documentés entre la structure du cerveau, le comportement, les sensations et la pensée constituent une preuve solide de l'étroite relation entre nos mécanismes physiologiques et notre perception. Mais la question se pose, pourquoi précisément l'activité neuronale, ces décharges électriques et ces réactions chimiques entraînant des schémas d'excitation spécifiques dans le cerveau, engendrent-elles l'expérience subjective, le monde intérieur de l'individu, sa conscience, ses sentiments et ses perceptions? Pourquoi éprouvons-nous au fond de nous-mêmes cette sensation que nous voyons, entendons, ressentons quelque chose et en faisons l'expérience? Pourquoi existe-t-il une sensation d'être, une expérience intérieure qui semble totalement distincte du produit mécanique du traitement de l'information? Cette question complexe est connue sous le nom de « problème difficile de la conscience » et dépasse la simple accumulation de données ou une explication mécaniste. Ce n'est pas lié à un manque d'information ou à une insuffisance dans les données scientifiques. En fin de compte, un ordinateur peut parfaitement traiter des informations, reconnaître des visages, générer du texte et même surpasser l'humain dans la résolution de tâches complexes. Tout cela sont des opérations fonctionnelles qui se décrivent aisément sous l'angle des algorithmes et des processus logiciels. Cependant, aucune description de ces processus n'explique pourquoi la perception d'une couleur rouge provoque justement une sensation de coloration et non une simple réaction, ni pourquoi la douleur évoque une sensation de souffrance, ni pourquoi l'être humain ressent un « moi » intérieur, conscient de son existence. Tout cela reste hors de portée des explications purement mécanistes. La physique classique décrit parfaitement le comportement des systèmes de l'extérieur, comme si l'on observait de loin, en enregistrant les mouvements de particules, les champs et leurs interactions. Mais c'est justement la conscience qui constitue une expérience intérieure, accessible uniquement de l'intérieur, ce qui rend notre perception de nous-mêmes et du monde au sein du sujet incompréhensible d'un point de vue scientifique extérieur. Cette approche incompatible a généré chez certains chercheurs une impression désagréable selon laquelle, si la conscience ne peut être réduite aux mathématiques classiques ou à une modélisation mécanique, et si la mécanique quantique, en elle-même,
introduit déjà le rôle de l'observateur pour expliquer la façon dont la réalité acquiert certaines propriétés. Alors ces deux énigmes, celle du problème difficile et celle de la mécanique quantique, pourraient ne pas être totalement séparées, mais partiellement liées. Il se pourrait que la conscience ne soit pas une simple conséquence accidentelle, émergente de rien, de l'univers matériel, mais au contraire, un fragment manquant de sa structure fondamentale. Dans ce cas, elle passerait du rang d'un phénomène secondaire aléatoire à celui d'un élément clé déterminant l'ensemble. Il est important de souligner, cela ne signifie pas que la conscience soit quelque chose de magique ou de surnaturel. Non, il s'agit de constater que la conception moderne du monde, basée sur des lois mécanistes et une mathématique rigoureuse, pourrait être incomplète précisément dans la partie qui exclut la possibilité même d'expliquer l'expérience intérieure, la vécu subjectif. Or, c'est cette expérience qui confère à notre existence un sens véritable, profond. Par conséquent, la question principale n'est plus de savoir si le secret réside dans la nature de la conscience ou non, mais plutôt l'univers, entièrement décrit par des lois strictes et impersonnelles de la mécanique, peut-il, en principe, expliquer pourquoi il constitue une cible d'expérience subjective. Pourquoi le monde intérieur est-il en quelque sorte nécessaire? Pourquoi ce monde a-t-il la sensation d'un « moi », une voix intérieure et des sentiments perçus comme si nous étions une substance intérieure distincte des processus physiques extérieurs? Ce qui est particulièrement étonnant, c'est que ce problème ne se limite pas à la science physique ou aux théories de la matière et de l'énergie. Dans la vie de chaque personne, chaque jour, se produisent des processus d'observation similaires, non seulement au niveau des expériences scientifiques, mais aussi dans nos situations quotidiennes, lorsque des systèmes d'observation, de surveillance, d'analyse de nos données et comportements opèrent autour de nous. En réalité, nous sommes constamment au sein de systèmes complexes de surveillance, qui ne se manifestent pas sous forme d'ondes ou de détecteurs, mais sous la forme d'algorithmes sophistiqués, de plateformes de collecte et d'analyse de données, de réseaux de suivi et de traçage des traces virtuelles. Dans le monde quantique, l'acte de mesure est à la base de la manière dont la réalité prend une forme définie et fixe. Il semble mettre le chaos des états potentiels en ordre, les transformant en faits concrets. Et dans le monde numérique, quelque chose de très semblable se produit. Plus nos activités en ligne sont surveillées, plus nous sommes enregistrés et analysés par un grand nombre de services, plus notre vie est remplie de profils, de catégories et de campagnes publicitaires ciblées, souvent même à notre insu. Ces processus transforment nos traces virtuelles en petites boîtes numériques, à l'intérieur desquelles nous sommes classifiés et exploités à des fins spécifiques. De plus, cela se produit souvent à une échelle encore plus inquiétante. Lorsque des malfaiteurs utilisent les données recueillies pour commettre des fraudes, du chantage ou d'autres actes criminels. Selon le fonctionnement des courtiers de données modernes, ce sont eux qui recueillent, fusionnent et créent le portrait de chaque utilisateur, basé sur ses recherches, ses comportements, ses achats et même ses traces numériques minimales. C'est pour cette raison qu'existe aujourd'hui la société Incognia, spécialisée dans la suppression automatique des informations personnelles des recoins les plus cachés et invisibles d'Internet. C'est un service qui aide à éviter que vos données ne tombent entre de mauvaises mains, celles qui exploitent l'information à des fins intéressées. Effacer ses propres données manuellement est une tâche extrêmement laborieuse, qui demande beaucoup de temps et d'efforts, parfois même plusieurs semaines ou mois. Disposer d'un outil qui met à jour en permanence une base de données automatisée offre une protection constante de vos données et empêche les malfaiteurs de les utiliser contre vous. Et la possibilité, grâce à de nouvelles fonctions de suppression de données, d'effectuer une suppression encore plus précise et complète offre des avantages supplémentaires. Il suffit d'entrer votre nom dans un moteur de recherche, de trouver le site où votre information est publiée, d'en copier le lien, et les experts en confidentialité Internet de Incognia mettent chaque fois tout en œuvre pour supprimer vos données personnelles des pages où elles sont apparues. De plus, leurs spécialistes sont capables de supprimer des données même sur des ressources qui ne font pas partie du réseau automatisé de leur système. Si vous souhaitez réduire le nombre de données personnelles surveillées, mesurées et transformées en marchandises destinées à des tiers, il vaut la peine de découvrir notre offre. Pour cela, il faut visiter le site incognu.com/aperturedeal
et utilisez le code Aperture-Deal afin de bénéficier d'une remise de 60% sur le forfait annuel de service. Ainsi, vous pourrez protéger efficacement vos informations personnelles en les retirant des mains de ceux qui cherchent à vous nuire. Car, comme on le sait, il est impossible de faire du mal à celui qu'on ne peut pas trouver. Reprenons notre sujet principal, l'essence du mécanisme selon lequel il est peut-être possible que le cerveau dépasse les limites du modèle computationnel classique. Supposons que la conscience soit effectivement liée à la mécanique quantique. Alors, cette assertion ne peut rester une simple hypothèse philosophique. Elle doit avoir une nature physique, interagir avec le monde matériel, subir des vérifications et des expériences. Il faut expliquer comment un organe biologique, le cerveau humain, fonctionnant à la température corporelle, peut participer à des phénomènes caractéristiques des particules subatomiques, car de tels effets quantiques sont traditionnellement associés à des systèmes évoluant dans des conditions extrêmes, où l'influence de l'environnement est minimale. Si ce n'est pas le cas, alors l'idée d'un lien entre la conscience et la mécanique quantique n'est qu'une métaphore dépourvue de fondements scientifiques. Le mathématicien célèbre Roger Penrose, qui était vivement préoccupé par cette hypothèse, car elle est souvent perçue superficiellement et sous-estimée, a avancé l'opinion que la véritable origine des processus cérébraux ne réside en rien dans le cerveau lui-même. Elle est basée sur la notion de calcul. La neuroscience moderne repose largement sur une hypothèse héritée de l'informatique, que le cerveau humain est fondamentalement une machine complexe de traitement de l'information. Selon ce modèle, la conscience est essentiellement la sensation que ressent l'individu lorsque s'exécute un programme suffisamment sophistiqué, un algorithme. Cependant, Penrose a rejeté cette idée sur des bases mathématiques. Il l'a opposée au théorème d'incomplétude de Gödel, qui proviennent du domaine de la logique mathématique et imposent des contraintes strictes sur les systèmes formels. Selon ces théorèmes, tout système logique suffisamment puissant doit contenir des affirmations vraies qui ne peuvent être prouvées à l'intérieur même du système. En d'autres termes, même avec un ensemble complet de règles et de lois, il restera des questions auxquelles on ne pourra répondre par une seule procédure mécanique. En observant cela, Penrose a noté quelque chose d'inquiétant. L'être humain, en tant que mathématicien ou penseur, est capable de percevoir la vérité de certaines affirmations inaccessibles à tout algorithme. Cette compréhension ne survient pas par des calculs mécaniques, trop primitifs pour ces tâches, mais par intuition, réflexion intérieure et insight. Si la compréhension humaine était entièrement équivalente à un algorithme, alors l'homme serait limité par ces mêmes cadres. Il ne pourrait dépasser les limites des lignes de code ou des règles. Mais la pratique expérimentale montre que les gens sont capables, quoique souvent à leur insu, de contourner ces restrictions, de reconnaître la structure des systèmes, de comprendre les véritables principes cachés derrière des schémas complexes. Sur cette base, Penrose en a conclu que l'esprit humain ne possède pas de capacité magique hors de portée de la science. Il a suggéré que la compréhension humaine est quelque chose qui ne peut être complètement réduit à un calcul. Sa pensée ne se limite pas à un algorithme classique qui pourrait fonctionner sur l'équipement biologique qu'est le cerveau humain. En conséquence, si l'on accepte que l'intelligence ne se manifeste pas dans le cadre des calculs numériques standards, alors elle doit fonctionner autrement. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Penrose a avancé que la clé du mystère réside précisément dans la physique quantique, mais pas de la manière dont la majorité des gens se l'imaginent habituellement, non pas sous la forme de bruits quantiques aléatoires ou de mystifications mystérieuses, mais sous la forme d'un processus très concret, intégré dans la structure fondamentale de l'espace-temps lui-même. Selon la théorie quantique standard, le collapse de la fonction d'onde est une règle établie, un mécanisme décrivant comment et pourquoi la cote 13 se produit lors de la mesure. Mais c'est précisément cette facette, confrontée à la question de la conscience et à la participation quantique potentiellement unique dans le fonctionnement du cerveau, qui suscite de nombreux débats et divergences. Vous observez attentivement le fonctionnement du système et, en conséquence, les probabilités se transforment en faits concrets. Autrement dit, lorsque nous parlons de ce qui se passe dans le monde quantique, nous nous appuyons souvent sur des prévisions probabilistes qui semblent presque magiques, jusqu'à ce qu'un acte de mesure se produise. Cependant, le physicien de renom Roger Penrose
considérait cette explication comme incomplète et même comme injuste envers la nature de ce processus. Il a noté que cette interprétation repose exclusivement sur le concept de mesure, sans pour autant préciser ce que représente réellement le processus de mesure à un niveau fondamental. Pour Penrose, il est crucial que cette théorie laisse sans réponse la question centrale. Qu'est-ce que, en réalité, constitue le phénomène de la mesure? Comment il se produit? Et pourquoi celui-ci entraîne le code 14 de la fonction d'onde quantique? À la recherche d'une cause plus profonde, Penrose a proposé sa propre conception, selon laquelle le collapse n'est pas un simple événement aléatoire, mais un processus physique réel, qu'il a nommé réduction objective. Cette idée est à la fois très simple et révolutionnaire. Selon la théorie de la relativité générale, la masse et l'énergie courbent l'espace-temps, créant des formes géométriques que nous percevons comme la gravité. Par ailleurs, en mécanique quantique, des particules individuelles peuvent exister en état de superposition, c'est-à-dire simultanément dans plusieurs états ou positions. Si l'on imagine qu'une particule existe simultanément à deux endroits, cela soulève inévitablement la question: comment alors peut exister la structure même de l'espace-temps? Dans la théorie de Penrose, cette superposition s'étend également à la géométrie de l'espace. Celui-ci devrait simultanément se trouver dans deux configurations différentes. Cependant, il a considéré qu'une telle situation était instable et impossible à maintenir sur une longue période. Avant de garder une superposition pendant longtemps, l'espace-temps ne pourrait tout simplement pas le supporter et, à un moment donné, il s'effondrerait de lui-même, c'est-à-dire qu'il se contracterait, revenant à une seule géométrie stable. Ce processus, qui ne nécessite pas la présence d'un observateur ou d'un instrument de mesure, qu'il initie des propriétés internes de la gravité elle-même, que Penrose a appelé réduction objective. Et ce qui est le plus important, ce collapse n'est pas une étape subjective liée à l'observateur ou à la mesure. Il se produit indépendamment de qui ou de quoi observe. Il existe en tant que processus physique réel. De plus, Penrose a suggéré que chaque collapsus correspond à un moment précis de la vie consciente, à ce moment même de l'expérience subjective que l'individu vit dans sa conscience. Une question logique se pose. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour fixer ces moments? Ici intervient un scientifique nommé Stuart Hameroff. Il était spécialiste en médecine, en particulier anesthésiologue, et s'intéressait aux questions de conscience non pas par la physique, mais par la médecine pratique. Son intérêt particulier est apparu en lien avec l'utilisation d'agents anesthésiants, des substances qui privent de conscience de manière fiable, tout en laissant le cerveau fonctionner relativement normalement. Grâce à cela, il a remarqué une chose très importante et inhabituelle. Tandis que la plupart des méthodes connues pour supprimer la conscience impliquent d'agir sur les synapses, la transmission nerveuse ou une activité nerveuse à grande échelle, les anesthésiques ne fonctionnent pas de cette façon. Ces substances se fixent principalement sur des structures internes situées à l'intérieur des neurones, appelées microtubules. Les microtubules sont, en fait, le cadre interne de la cellule, conférant aux neurones leur forme, assurant le transport des substances à l'intérieur de la cellule et facilitant l'organisation de ces processus internes. Pendant des dizaines d'années, on a cru que les microtubules n'étaient que des supports structuraux, jouant un rôle important, mais liés uniquement à la structure, sans lien avec la transmission d'informations ou la formation de la conscience. Autrement dit, ils constituaient une sorte de squelette et de réseau, essentiel à l'intégrité structurelle, mais rien de plus. Cependant, Hameroff a commencé à penser que tout pourrait être différent. Il a porté son attention sur le mécanisme de construction des microtubules. Ces éléments structuraux internes sont des chaînes de composants protéiques reliés entre eux dans une structure en réseau assez complexe et précisément organisée, ce qu'on appelle un réseau ou un cristal. À très petite échelle, cette grille ressemble à une structure cristalline de type réseau, capable, dans certaines conditions, de soutenir des états quantiques, un état dans lequel une particule ou un système peut se trouver en superposition. Si l'on imagine qu'une telle structure à l'intérieur de la cellule peut réellement maintenir des états quantiques coordonnés, on peut les appeler des qubits ou bits quantiques, contrairement aux bits classiques de l'information. Dans ce cas,
les microtubules pourraient jouer le rôle de processeurs quantiques d'information. Stuart Hameroff a proposé l'hypothèse selon laquelle, à l'intérieur de ces microtubules, les composants peuvent se trouver en état de superposition, et ces états peuvent interagir, en conservant une certaine cohérence ou facilité de synchronisation sur une courte période. Cet état cohérent constitue une sorte de noyau quote-16 quantique, dans lequel peut se produire un traitement et une transmission rapide de l'information. Ces processus pourraient être contrôlés par l'activité des neurones dans le cerveau, et plus cette activité est forte et organisée, plus longtemps ces états quantiques à l'intérieur des microtubules peuvent se maintenir. Lorsque la masse ou l'influence gravitationnelle de ces superpositions atteint un certain seuil, appelé seuil gravitationnel, un collapse se produit et l'état quantique s'effondre. Cette idée constitue un élément clé de la théorie unifiée de Penrose et Hameroff, qu'ils ont nommée réduction objective orchestrée, ou ORC. Selon cette hypothèse, les microtubules à l'intérieur des neurones rempliraient le rôle d'ordinateur quantique, où les composants fonctionnent en superposition, et leur évolution est guidée par l'activité des neurones. Tant que l'état quantique est conservé, il fait partie du processus de formation de la conscience. Mais lorsqu'un seuil gravitationnel est atteint, il y a un collapse, un événement qui n'est pas un bruit aléatoire, mais un phénomène fortement structuré, déterminé par la courbure même de l'espace-temps. Chaque acte de collapse crée un moment quantique distinct d'expérience, dont le résultat est une sensation subjective, une expérience consciente que l'individu perçoit comme sa propre réalité intérieure. Dans cette modélisation de la conscience, il n'y a pas de notion de continuité. La conscience est représentée comme une série d'événements quantiques successifs, plutôt qu'un flux continu. Selon Penrose et Hameroff, la conscience pourrait donc consister en une série de sauts quantiques instantanés, liés au processus physique à l'intérieur du cerveau, ces instants où se produit le collapse étant les points fondamentaux, les grains, qui forment notre expérience subjective intérieure. Les décharges rapides de flux d'informations dans notre conscience sont souvent comparées à des moments ou des images qui se succèdent environ 40 fois par seconde. Cette métaphore aide à comprendre de nombreuses caractéristiques étranges et apparemment inexpliquées de la perception du monde qui nous entoure. Une telle vitesse de traitement de l'information crée comme une illusion d'une expérience unifiée et cohérente. C'est à partir de cette série d'observations que l'hypothèse est née selon laquelle notre conscience fonctionne probablement sous la forme de courtes, minuscules images, où se produit une fusion identique de données sensorielles multidimensionnelles. Cela aide à comprendre pourquoi la sensation d'unité de la conscience, la perspicacité soudaine ou la sensation que la perception semble à la fois distincte et holistique sont si facilement perçues. Même un problème complexe, lié à l'intégration de différentes sensations, appelé problème de lier temporellement, reçoit une explication logique. Comment le cerveau perçoit simultanément différents signaux, comme en les fusionnant en un instant, créant ainsi une unité, alors que chaque sensation paraît distincte et indépendante. Pendant des décennies, cette hypothèse est restée sans preuve concrète, puisqu'elle semblait être une tâche parfaitement identifiée comme insoluble. La principale raison pour laquelle l'idée que les événements se déroulent rapidement dans le cerveau était suspectée résidait dans le fait que le cerveau humain est un organe saturé de chaleur, d'humidité et rempli de nombreux bruits. En physique de l'état quantique, il est évident que de tels états sont extrêmement fragiles et peu stables. En laboratoire, un état quantique cohérent stable n'est atteint que dans des conditions extrêmes, à près de zéro absolu de température et en isolant complètement le système des perturbations externes. Dans notre cerveau, pourtant, les molécules vibrent constamment, les ions se déplacent continuellement. Tout cela crée des ondes de bruit thermique qui dominent dans le tissu nerveux. Une telle activité devrait détruire presque instantanément tout état quantique subtil, le transformant en objet classique. C'est pourquoi l'idée que des effets quantiques cohérents pourraient exister dans le cerveau semblait désespérée et pratiquement impossible. Cependant, la nature possède une capacité étonnante à trouver des moyens d'utiliser des effets physiques dans des conditions parfois très différentes de celles imposées par la théorie. Au début des années 2000, des chercheurs étudiant la photosynthèse ont soudain découvert quelque chose de surprenant. Le transfert d'énergie dans les cellules végétales laissait des traces de cohérence quantique. Autrement dit,
Les électrons excités lors de la photosynthèse exploraient simultanément plusieurs voies, en choisissant la plus efficace grâce à un effet de superposition et de mise en phase. Ce qui signifiait qu'au sein des organismes vivants, à température ambiante, se manifestaient des propriétés quantiques, auparavant considérées comme impossibles hors laboratoire. Cela a donné un coup d'envoi à la naissance d'une nouvelle discipline, la biologie quantique. Par la suite, des expériences avec des anesthésiques ont été entreprises. Les recherches ont montré que ces médicaments, provoquant la perte de conscience, perturbaient la fonction des microtubules dans les cellules neuronales, précisément parce qu'ils interagissaient avec des processus à diffusion quantique à l'intérieur des microtubules. De plus, la conscience disparaît également, bien qu'une partie importante de l'activité neuronale continue de fonctionner à un niveau macroscopique, c'est-à-dire que le tissu nerveux reste opérationnel et que des décharges électriques à grande échelle continuent de se produire. Mais la sensation de « moi », la perception subjective, disparaît. Récemment, des scientifiques avancent l'hypothèse que les microtubules dans les neurones pourraient soutenir un phénomène unique, la superradiance. En termes simples, cela signifie qu'un grand nombre de composants quantiques du système peuvent agir comme un tout cohérent, renforçant et stabilisant les effets quantiques plutôt que permettant leur dégradation ou leur destruction. Cette conception est importante car elle élimine l'argument principal des détracteurs. Si les microtubules pouvaient maintenir un état cohérent à grande échelle, alors les liens avec la physique quantique dans le cerveau cesseraient de sembler impossibles. Et il convient de souligner immédiatement, aucune de ces études théoriques ne constitue une preuve définitive de la véracité de l'idée selon laquelle la conscience serait liée à des processus quantiques. Mais une telle évolution modifie néanmoins considérablement la compréhension. Le cerveau cesse d'être simplement une machine classique avec des bruits quantiques parasites. Peut-être qu'il représente un système qui a évolué pour se situer précisément à la frontière entre le monde quantique et le monde classique. Cette frontière est le point où la réalité acquiert sa détermination. Alors, le cerveau ne se contente pas de traiter l'information. Il participe également au même processus qui transforme une possibilité en réalité. Une question plus vaste, et sans doute la plus inquiétante, se pose alors. Si le cerveau utilise des mécanismes quantiques non seulement en lui-même, mais aussi dans ses relations interpersonnelles, grâce au phénomène d'intrication quantique et de non-localité, la conscience pourrait ne pas se limiter aux frontières du crâne. La connexion avec l'univers, avec le monde environnant, devient plus profonde et plus globale, dépassant les limites de la perception locale. Grâce à tout ce qui précède, la discussion reste pour l'instant assez inquiétante, mais aussi quelque peu audacieuse. La conscience pourrait reposer en grande partie sur des processus quantiques, et le cerveau constitue un organe unique, fonctionnant à la frontière entre la physique classique et quantique. Ces idées commencent à élargir les horizons de notre compréhension des neurosciences et du fonctionnement du cerveau humain. Mais elles ne contiennent pas encore cette explosion d'attentes et de suppositions qui surviendra lorsque la conception de la non-localité deviendra centrale. C'est elle qui pourra changer radicalement notre perception de la réalité, et en particulier de nos sensations de l'identité. Actuellement, les avancées et théories scientifiques n'excluent pas la possibilité que la compréhension habituelle de l'indépendance des objets, ainsi que la transmission de leurs influences uniquement par l'espace, ne soit qu'une illusion et non une vérité. Cependant, cette illusion s'effondre lorsque l'idée de non-localité devient partie intégrante du tableau, en particulier la non-substituabilité de la localité par rapport aux influences et aux relations. L'un des manifestations les plus éclatantes de cette défaillance est le phénomène d'enchevêtrement, ou enchevêtrement quantique, un concept qui constitue la preuve la plus parlante, dans le monde scientifique, que la vision classique du monde ne reflète pas entièrement sa structure. Lorsque deux systèmes quantiques interagissent, ils peuvent devenir enchevêtrés, leurs propriétés cessent d'être indépendantes, et une modification dans l'un est immédiatement reflétée dans l'autre, indépendamment de la distance qui les sépare. Cela signifie que si l'on mesure l'état de l'un d'eux, l'état de l'autre sera instantanément déterminé. Et même si ces systèmes se trouvent aux extrémités opposées de l'univers, cette connexion instantanée semble contredire tout ce à quoi nous sommes habitués comme normal. Dans ce cas, aucun signal ne transitant à travers l'espace n'est le médiateur de cette corrélation.
Elle est directement inscrite dans la structure même de l'état quantique partagé, constituant son élément fondamental. Ce phénomène trouble profondément l'esprit des scientifiques, en particulier celui du célèbre Albert Einstein, qui le considérait comme totalement illogique, voire impossible, et même effrayant dans sa compréhension. Einstein associait cet effet à quelque chose comme une quote 19. C'est ainsi qu'il qualifiait ce phénomène. Quote 20. Dans sa vision, un tel phénomène servait plutôt d'avertissement inquiet, car il détruit le principe de localité propre à la physique classique, à savoir l'idée selon laquelle les objets n'interagissent entre eux que par un échange direct de signaux et d'effets se propageant dans l'espace. Cependant, au fil du temps, après des dizaines d'expériences et d'observations, il est devenu clair pour les scientifiques. L'enchevêtrement n'est pas une abstraction théorique, mais une propriété objective et réellement existante du monde. Les frontières de la vision classique ont été renversées, et il ne fait plus aucun doute. La nature fonctionne d'une manière très différente dans ses profondeurs. Il est désormais impossible de nier que notre cosmos observable n'est pas simplement l'ensemble d'objets isolés qui interagissent à distance conformément aux prédictions de la physique classique. Au plus profond de son sens, et à un niveau fondamental, il se révèle être un réseau complexe d'éléments interdépendants, où la distance n'a plus d'importance, car tout n'est que relation, tissé et relié dans une structure unique. Et si l'on considère que la conscience, selon certaines théories, dépend entièrement de processus se déroulant dans le domaine quantique, une conclusion véritablement radicale s'impose. Alors, elle ne se limite pas au système à l'intérieur du crâne ou du cerveau humain, mais devient une partie du tissu non local global qui constitue toute la réalité physique. Ce n'est pas de la poésie, ni une métaphore. C'est une affirmation structurale sur la nature fondamentale de la réalité. Dans le cadre des neurosciences classiques, le cerveau était considéré comme un organe complexe et modulé, où différentes régions remplissent leurs fonctions uniques, les signaux étant transmis par les nerfs et l'information étant localisée dans certains centres. Tout cela donnait l'impression d'une causalité et d'un travail systémique d'un groupe particulier de neurones, une vision qui permet d'expliquer la conscience subjective comme le résultat d'une décharge d'activité, une sorte de récit du cerveau sur lui-même. En revanche, les systèmes quantiques ne sont pas soumis à une telle division en parties. Ils agissent comme un tout unifié, dans lequel il est impossible de décrire une seule partie sans faire référence à l'ensemble. C'est là que réside une vision fondamentalement différente de la nature de la conscience. Peut-être n'est-elle pas le produit de calculs séquentiels à l'intérieur du crâne, ni seulement la somme de processus locaux, mais émerge plutôt grâce à une synchronisation quantique continue, reliant toutes les composantes du cerveau en un système quantique unifié et holistique. À ce jour, les chercheurs n'ont pas encore obtenu de preuves absolues de cette hypothèse, mais certains premiers et très intéressants observations expérimentales laissent entrevoir cette possibilité. Pendant longtemps, les chercheurs ont essayé de comprendre comment le cerveau humain parvient à associer si naturellement et sans effort les flux d'informations, images visuelles, sons, mémoire, émotions et sensations corporelles. Tout cela est traité dans différentes régions du cerveau, parfois très éloignées les unes des autres, et dans les sensations et expériences, cela apparaît comme un seul instant, comme une unité de perception. Ce défi complexe, connu sous le nom de quote 21, reste l'un des plus énigmatiques en neurosciences. Les explications traditionnelles supposent que la coordination est réalisée grâce à la synchronie des manifestations et à un échange rapide de signaux, c'est-à-dire qu'il est supposé que le système effectue une certaine coordination instantanée des activités. Cependant, une simple synchronisation rythmique ne peut expliquer l'unité sensorielle que l'on perçoit comme sincère, vivante et globale, donnant l'impression d'une sensation d'intégrité inséparable. Dans ce cas, les relations de cause à effet sont insuffisantes pour expliquer l'expérience subjective. La cohérence quantique propose un autre scénario. Les systèmes en état d'enchevêtrement peuvent se comporter comme un tout, même lorsqu'ils sont séparés par une distance considérable, comme s'ils étaient reliés par un fil invisible qui ne dépend ni de la distance ni du temps. Les recherches scientifiques modernes, y compris celles obtenues par des méthodes d'imagerie par résonance magnétique, révèlent dans le cortex cérébral des signaux liés entre des régions éloignées,
difficiles à expliquer du point de vue de l'électrophysiologie classique. Ces liens, bien qu'ils ne constituent pas une preuve stricte de l'intrication quantique, suggèrent néanmoins que le cerveau fonctionne à des niveaux dépassant la simple propagation de signaux et d'interactions, et qu'une structure d'intégration plus profonde pourrait exister en son sein, plus que ce que l'on supposait auparavant. Si les microtubes dans les cellules neuronales sont capables de maintenir des états quantiques cohérents, et si ces états peuvent se propager à travers des réseaux étendus de tissus nerveux, alors se dessine une idée intéressante. La conscience, dans ce cas, pourrait réellement constituer un processus physique uni et holistique, plutôt qu'une illusion créée par la fragmentation de différentes parties. En d'autres termes, l'existence d'une conscience cohérente et authentique prend un sens nouveau, allant au-delà de la simple division en petits messagers de la pensée et de la sensation. La conscience devient alors non pas une illusion autonome, mais le résultat d'un phénomène quantique intrinsèquement lié, susceptible d'englobant d'immenses réseaux neuronaux réunis en un tout unique. Cette théorie dépasse les simples considérations neurobiologiques et influence des domaines plus vastes de la science et de la philosophie. Elle oblige tout d'abord à repenser les conceptions traditionnelles du rôle de l'observateur en mécanique quantique. Selon l'interprétation classique, notre univers évolue selon des équations strictement déterministes, celles d'Einstein, de Schrödinger et d'autres, et après chaque opération de mesure, il y a un « quote 22 » de l'état quantique, qui choisit parmi une multitude d'options possibles. La question est toujours restée ouverte. Qui ou quoi réalise précisément ce choix, cette quote 23 parmi tant d'autres possibilités malheureuses? Et voici qu'apparaît une nouvelle idée. Si les systèmes conscients sont également, en essence, des systèmes quantiques, et si leur prise de conscience est liée à une compression objective de la fonction d'information quantique dans la structure espace-temps, alors la conscience cesse d'être un simple observateur, un témoin passif. Elle devient alors un acteur actif dans le processus de formation de la réalité, dans la façon dont celle-ci se façonne et se concrétise. Parfois, ce concept est désigné sous le terme de « quote 24 ». Bien que cette expression puisse sembler vague et même mystique, il est important de noter qu'il s'agit de constructions théoriques scientifiques sérieuses. Dans le cadre de ce modèle, l'univers est envisagé comme un système où la réalité ne peut être entièrement fixée et déterminée sans interaction mutuelle. Autrement dit, les observateurs ne sont pas de simples spectateurs extérieurs, séparés du système. Ils participent au mécanisme par lequel l'univers acquiert des formes concrètes, passant d'une indétermination à une détermination. Dans cette conception, la conscience n'est pas simplement tenue d'observer et de percevoir les événements. Elle participe à leur réalisation, à leur formation. Cela ne signifie en rien que les esprits humains puissent manipuler la réalité à leur guise. Dans le domaine quantique, les processus restent extrêmement délicats, probabilistes, limités et très subtils. Cependant, il est important de comprendre que la conscience, dans cette vision du monde, n'est plus simplement une fonction utilitaire destinée uniquement à interpréter l'information extérieure. La frontière entre la conscience et la réalité environnante devient moins nette, plus... À mesure que l'on s'enfonce profondément dans les lois quantiques, les objets semblent séparés non pas parce que les connexions entre eux ont disparu, mais parce que le phénomène de décohérence, processus par lequel les liens quantiques s'évanouissent ou deviennent invisibles à l'échelle macroscopique, domine. En ce sens, la conscience peut être perçue comme une manifestation locale dans l'espace, une illusion conditionnée par notre perception. Le concept de ce qu'on appelle la conscience locale suppose que, bien que, physiquement, les systèmes conscients soient attachés au cerveau et trouvent leur localisation physique dans le crâne, ils peuvent en réalité être liés à des structures quantiques beaucoup plus vastes et profondes, dépassant l'organisme individuel. Leur processus interne pourrait être en état d'intrication quantique avec des champs couvrant des espaces au-delà des limites des êtres vivants. En d'autres termes, le cerveau pourrait n'être qu'un nœud dans un univers bien plus complexe, doté de liens quantiques. En résumé, votre cerveau est simplement un point d'accès par lequel vous êtes connecté à l'ensemble cosmique. La sensation de soi en tant qu'individu séparé, divisé par des yeux et l'espace devant eux, n'est qu'une interface, un outil de navigation dans une réalité essentiellement non locale. Cette illusion nous permet de structurer et de percevoir le monde environnant, mais ne reflète pas sa véritable nature.
En réalité, la sensation de séparation et de disjonction est le produit du fait que nos perceptions échappent aux connexions entre les objets à cause des processus de décohérence, qui dissimulent leurs relations, plutôt qu'une absence totale de ces connexions. Dans cet esprit, la conscience pourrait n'être, fondamentalement, qu'un point local au sein d'un système plus vaste, quantiquement entrelacé. Elle se manifeste à l'intérieur de structures neuronales attachées à un cerveau spécifique, mais ses racines peuvent s'étendre bien plus profondément, vers des champs universels participant à la formation de structures vastes, bien plus grandes qu'un seul être ou organisme. Pour faire simple, votre cerveau n'est en réalité qu'un nœud connecté à un réseau d'informations de l'univers. La sensation du moi, localisée derrière les yeux, n'est qu'une carte pratique et utile, une interface aidant à naviguer dans une réalité qui pourrait, par sa nature, être profondément non locale. Cette vision nous aide à comprendre que notre perception de séparation et d'individualité est plutôt un modèle créé par notre conscience pour simplifier, et qu'en réalité, tout pourrait être bien plus complexe et entrelacé. Lorsqu'on dépasse le cadre de la physique classique et qu'on aborde des hypothèses plus radicales, cela prend souvent un aspect de recherche philosophique, parfois même mystique. Mais il est important de souligner que ces idées ne sont pas issues d'enseignements mystiques ou de superstitions. Elles ont émergé suite à des tentatives sérieuses et honnêtes d'étudier la mécanique quantique et ses conséquences potentielles, afin de comprendre ce qu'est la réalité selon cette nouvelle approche. L'une de ces constructions théoriques commence par l'hypothèse radicale que la perception et la connaissance n'ont pas évolué pour rechercher la vérité absolue, mais pour assurer la survie. Autrement dit, si l'on peut supposer que le système de perception a été créé non pas pour refléter la véritable structure du monde, mais pour garantir notre capacité à survivre, à nous adapter et à agir, alors tout le monde que nous ressentons n'est pas une réalité objective, mais une représentation utile et commode de celle-ci. Dans ce contexte, si l'espace et le temps ne sont pas des structures fondamentales, mais simplement des manifestations apparaissant dans certaines conditions, alors les notions de quote 28 et de quote 29 deviennent plus relatives et flexibles. En conséquence, il existe de la place pour des alternatives radicales et des hypothèses sur la nature de l'être, où la perception présente devient une illusion et la véritable essence du monde, quelque chose d'autre. Finalement, en approfondissant notre compréhension du mécanisme de notre perception, il devient de plus en plus évident que la conscience n'est pas simplement un produit dérivé des processus neuronaux, mais une méthode de reconstruction, voire de création de la réalité elle-même, transformant en quelque sorte tout ce que nous percevons en reflet de la structure intérieure du monde quantique. C'est une idée qui, auparavant, semblait solidement établie et inviolable. La conception de l'espace, du temps, des objets matériels, voire de la causalité, commence à se dissoudre, comme un brouillard sous le regard attentif d'un analyste. Chacune de ces notions familières, elle ressemble à des vaches sacrées, suscitant une sensation intérieure de stabilité. Mais à y regarder de plus près, leur solidité s'effrite, laissant place à de nouvelles compréhensions plus complexes. Le plus étonnant est que l'un des plus grands défis à ces croyances classiques provient d'un domaine totalement inattendu, la théorie de l'évolution, une branche généralement associée à la biologie plutôt qu'à la nature fondamentale de la réalité. Donald Hoffman, l'un des penseurs contemporains, étudie la perception et son rôle dans la formation de notre compréhension du monde. Il avance une hypothèse simple, mais profondément étonnante, qui pousse à froncer les sourcils et à réfléchir. La sélection naturelle n'est pas destinée à aider les organismes à voir la vérité. Au contraire, elle favorise les traits qui leur permettent de survivre plus longtemps dans leur environnement et de se reproduire avec succès. Si les organismes pouvaient réellement percevoir la réalité telle qu'elle est, et non dans une version déformée ou simplifiée conçue pour des fins de survie, ces espèces seraient incapables de compétition et seraient entièrement remplacées par des formes de vie mieux adaptées. À partir de cela, Hoffman tire une conclusion très audacieuse, voire provocante. L'évolution naturelle ne cherche pas à produire un système de perception qui reflète la vérité. Sa tâche est de créer une interface qui minimise la consommation d'énergie et d'efforts, permettant aux êtres vivants de s'adapter sans mourir. En ce sens,
ce qu'ils perçoivent n'est pas une réflexion de la réalité objective, mais une interface utilisateur universelle conçue pour faciliter l'interaction avec le monde environnant. Tout comme les programmes informatiques utilisent des raccourcis et des icônes qui cachent le circuit électrique interne complexe et le code machine, nos organes sensoriels dissimulent la véritable structure du monde, nous donnant l'illusion d'un espace, d'un temps, d'objets matériels et de causalité. L'objet, quote, 30, n'est pas une chose autonome et inhérente à l'être lui-même, mais plutôt un symbole ou un raccourci simplifiant la perception, une sorte d'icône qui montre que cet objet est un endroit confortable et potentiellement sûr pour s'asseoir. De même, une voiture n'est pas simplement une coque métallique, un moteur et des roues, mais un dispositif d'interface qui nous informe de la présence ou de l'absence de danger et offre des possibilités de déplacement. Si une personne est à l'intérieur de la voiture ou simplement la regarde, la perception change radicalement, ce qui indique que tout ce système est conçu pour servir d'interaction pratique et compréhensible. La principale conclusion de cette réflexion est la possibilité que la structure même de l'espace-temps fasse partie de cette coquille illusoire, créée pour interagir avec des niveaux plus profonds de la réalité. Hoffman est convaincu que si l'espace et le temps étaient des propriétés fondamentales du monde, alors l'évolution n'aurait pas eu à les dissimuler délibérément de notre perception. Le fait que nous percevions l'espace en 3 dimensions, que nous évaluons des intervalles de temps, la présence d'objets et de relations de cause à effet, indique plutôt que ces propriétés ne sont pas inhérentes à la nature véritable du monde, mais simplement des éléments de l'interface à travers laquelle nous percevons l'environnement. C'est là la question centrale. Qu'est-ce qui se trouve au-delà de cette coquille illusoire, de cette interface? Selon le modèle de Hoffman, les composants fondamentaux de la réalité ne sont pas des objets matériels ou des champs, mais des agents conscients, et ce, pas du tout de type humain. Ce sont des unités minimales d'expérience et de prise de décision qui interagissent entre elles, forment des réseaux complexes et créent les structures que nous percevons comme le monde matériel. Ainsi, la matière et les lois physiques ne sont pas des fondements primaires générés par la conscience. Au contraire, il semble que la conscience en soit la primauté, la source de tout ce qui est visible et perceptible. En d'autres termes, ce que nous avons l'habitude d'appeler réalité physique n'est en réalité qu'une manifestation des interactions de systèmes conscients entiers, une sorte d'image symbolique et condensée qui reflète les processus internes se déroulant parmi ces unités inaccessibles à notre perception. Dans ce contexte, l'homme n'est pas simplement un corps engendrant la conscience, mais plutôt un point de perception limité, fixé à l'intérieur d'un champ d'interaction et de contact spirituel bien plus vaste. Notre cerveau n'est pas un générateur d'expériences, mais une partie d'une interface complexe conçue pour assurer la navigation dans un segment spécifique de cet espace plus global. Et cette idée est très en accord avec les perspectives modernes en physique quantique, qui indiquent que la réalité n'est pas une existence neutre et objective, indépendante de l'observateur. Au contraire, les propriétés du monde dépendent en grande mesure du processus d'observation, et la notion même de localité perd son sens univoque. L'interaction et l'observation sont les éléments clés qui déterminent la transformation et l'expression des choses, plutôt que quelque chose d'interne ou de statique au sens objectif. Tout cela indique que la réalité est un réseau de processus interdépendants, où l'apparition des propriétés dépend du contexte et de l'interaction. Et, malgré ces idées novatrices, le modèle de Hoffman suppose néanmoins qu'il existe un univers unique, une structure commune à travers laquelle s'opère l'interaction. Mais sa véritable nature reste cachée derrière une couche dense d'interfaces. La deuxième interprétation envisage la réalité de manière bien plus radicale et profonde que la vision classique. Elle repose sur le concept du destin multivers en mécanique quantique, mais commence par un refus catégorique d'accepter l'idée que la fonction d'onde doit soudainement et inexplicablement cesser d'exister ou s'effondrer en un résultat précis. Au lieu de cela, les partisans de cette vision considèrent littéralement l'outil mathématique de la théorie. Ils estiment que la fonction d'onde ne meurt jamais, n'a jamais disparu, et que chaque développement possible d'événements se réalise dans des branches parallèles de l'univers. Selon eux, chaque événement initial possible, chaque mesure quantique, chaque choix et chaque décision aléatoire conduisent à une division de l'univers en multiples branches, ou, selon le terme scientifique, en ramifications.
Lorsqu'une mesure ou une observation est effectuée, aucun événement spécial ne quote 32 la réalité. Bien au contraire, l'univers continue de se différencier, formant sans cesse de nouvelles branches. L'une d'elles contient le résultat A, provoqué par un résultat spécifique de l'expérience, une autre, le résultat B. Et ces deux possibilités existent simultanément, toutes deux sont réelles, et rien ne les empêche de coexister. Simplement, elles n'interagissent pas entre elles. Dans cette compréhension, il n'est pas nécessaire d'attribuer un rôle particulier à l'observateur, ni de faire une transition du potentiel au réel. La réalité est constamment et sans interruption divisée, transformant un continuum en de multiples lignes bifurcantes. Cette interprétation, de cette manière, résout ce qu'on appelle le problème de la mesure, en éliminant la nécessité d'expliquer comment et pourquoi le collapse de la fonction d'onde se produit. Il n'y a pas non plus de mystère sur la façon dont l'indéterminé engendre le déterminé. Tout est organisé de manière à ce qu'il existe simplement un nombre considérable de réalités alternatives, qui se déroulent en parallèle. Cependant, les avantages de cette conception ne s'arrêtent pas là. En même temps, apparaît une conscience inhabituelle et plutôt philosophique inquiétante. Si chaque résultat possible se manifeste, alors aussi existent des versions de vous-même qui prennent différentes décisions, vivent des événements variés, rencontrent des malheurs et meurent pour diverses raisons. Et tout cela simultanément. Chaque instant montre une ramification de la réalité dans laquelle existe une infinité de chemins. La majorité de ces chemins sont invisibles à votre perception. Vous ne les remarquez simplement pas, car vous ne pouvez pas les observer. Mais il existe des branches qui, étonnamment, non seulement existent, mais influencent aussi votre perception. Cela mène à une des hypothèses philosophiques les plus controversées, connue sous le nom d'immortalité quantique. Imaginons une expérience de pensée utilisant un appareil quantique dangereux, qu'on pourrait appeler une roulette russe quantique. Dans ce jeu, il y a un mécanisme où se produit un événement quantique aléatoire, déterminant si le revolver va tirer ou pas. Sur certaines branches de l'univers, le revolver tire et la personne meurt. Sur d'autres, elle reste en vie parce que le revolver n'a pas tiré. L'observateur extérieur voit la mort presque à chaque scénario automatique. Cependant, en tant qu'acteur lui-même de cette expérience, la personne découvrira quelque chose d'étrange. Sa conscience ne peut pas percevoir sa propre absence. C'est-à-dire qu'il pourra inévitablement imaginer qu'il n'existe tout simplement pas, car la sensation d'être mort est impossible à éprouver en tant qu'expérience consciente. En réalité, il peut seulement observer le moment où le mécanisme se déclenche, mais le point de vue subjectif même ne fixe pas la mort en tant que telle. La sensation de poursuivre la vie ne subsiste que dans ces branches où la personne a survécu. Votre perspective subjective est toujours celle dans laquelle vous parvenez à éviter la mort. Vous entendez constamment un claquement, signe que le mécanisme n'a pas tiré, mais le coup de feu et la mort restent hors de votre perception. Lors de tentatives répétées, la probabilité que vous surviviez devient tellement faible qu'on pourrait dire que vos chances de survie disparaissent pratiquement. Pourtant, subjectivement, il semble que vous resterez miraculeusement toujours en vie, car ce sont précisément dans les branches où vous continuez d'exister que se trouve votre conscience. Si cette idée est correcte, alors la conscience se révèle être une caractéristique inhérente à un ensemble de réalités ramifiées, et elle tente à exister uniquement dans les lignes de développement où vous vivez, non pas parce qu'elle serait prédéfinie ou parce qu'il existe une volonté supérieure ou un destin. Plus probablement, la raison réside dans la nature même de la vision du monde multiversel. Dans les branches où la rencontre avec la mort ne se produit pas, la conscience ne disparaît tout simplement pas, car dans celle où elle disparaît, elle ne peut exister pour percevoir et se souvenir de sa disparition. Cela entraîne une conséquence très importante. Votre sensation de vie et de continuité est en réalité le résultat d'un filtrage des branches possibles dans lesquelles vous restez. En conséquence, la mort cesse d'être un événement précis. Elle se transforme en une perte distribuée et progressive des branches, où l'expérience de l'existence continue de persister. Cette idée donne l'impression que la personnalité devient de plus en plus floue, et la conception de soi de plus en plus conditionnelle. Dans cette approche,
la frontière entre vie et mort s'estompe. La mort n'est plus un événement ponctuel, mais une disparition graduelle, où les branches de la réalité s'amincissent peu à peu, disparaissant de la perception habituelle. L'identité ne devient pas complètement fixe et immuable. Elle devient plus souple, conditionnelle et dépendante des branches dans lesquelles vous existez. Dans ce contexte, l'univers apparaît non pas simplement comme un espace immense rempli d'objets matériels, mais comme quelque chose de bien plus complexe et vaste. Non seulement en dimension spatiale, mais aussi dans ses possibilités et ses variantes de développement. Dans cette nouvelle perspective, la conscience cesse d'être simplement un produit accidentel de la substance matérielle ou une activité interne du cerveau. Elle est plutôt perçue comme une caractéristique structurale même de la structure de l'univers. Quelque chose qui ne se limite pas aux catégories de l'espace et du temps, mais qui utilise ces catégories comme ses expressions et ses manifestations. Reculons un instant et regardons le tableau global plus largement. Les idées que je vais présenter n'ont pas encore reçu de confirmation définitive et suscitent une critique active de la part de nombreux chercheurs de renom. Certains physiciens les rejettent complètement, les considérant comme non fondées. D'autres y sont sceptiques, les percevant comme des interprétations philosophiques ne visant pas à une confirmation expérimentale. Cependant, en prêtant attention à ce qui relie tous ces concepts, on peut découvrir une caractéristique commune importante. Elles naissent d'une tentative de prendre la mécanique quantique au sérieux, sans s'éloigner de l'intuition classique propre aux sciences traditionnelles. Toutes mettent en avant que la réalité n'est pas simplement une collection d'objets, mais un réseau complexe de processus, de relations et d'interactions. Ce ne sont pas les choses matérielles qui sont primaires, mais l'information, l'interaction et l'expérience. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que toutes ces idées convergent vers une seule hypothèse. Une hypothèse véritablement alarmante. La conscience n'est pas du tout un produit accidentel secondaire au sein d'un univers en expansion infinie. Au contraire, elle pourrait devenir l'un des modes d'existence de la réalité elle-même, un moyen de sa manifestation et de son être. Tout ce qu'il reste à faire, c'est reculer et se poser la question. Que signifie cette nouvelle vision synthétisée du monde et à quoi ne fait-elle pas du tout référence? En quoi consiste son essence et en quoi se distingue-t-elle des représentations habituelles? Car c'est précisément là que réside l'énigme principale. Qu'est-ce qui change lorsque nous cessons de considérer la conscience comme quelque chose de secondaire, supplémentaire par rapport aux objets de la réalité? À ce stade, il est souvent tentant de chercher une solution définitive, d'identifier quelle théorie ou quelle interprétation est la plus plausible, laquelle résistera au fil du temps, quel modèle doit remplacer l'ancien et établi. Ce désir semble tout à fait naturel. Après tout, nous sommes habitués à penser que la réalité doit avoir une seule réponse claire et définitive. Mais c'est justement la mécanique quantique qui nous a appris que tout n'est pas aussi simple. À ce jour, il n'y a pas d'unanimité parmi les scientifiques sur l'existence d'une conscience quantique. L'idée des opérateurs quantiques de la conscience demeure extrêmement débattue. Nombre de neurobiologistes la rejettent comme superflue, estimant qu'elle complique inutilement la situation sans apporter rien de fondamentalement nouveau à la compréhension du cerveau. Certains physiciens expriment leur scepticisme quant à l'hypothèse selon laquelle la gravité pourrait provoquer l'effondrement de l'état quantique, et par conséquent, comment cela se relie à notre expérience. La conception des agents conscients, proposée par Hoffman, est un modèle mathématique très séduisant, mais sur le plan empirique, elle reste non prouvée et inaccessible à une expérimentation directe. La théorie des nombres mondes, qui exclut l'idée d'un effondrement, augmente de manière considérable le nombre de réalités, ce qui dépasse la perception intuitive et suscite beaucoup de perplexité. Aucune de ces hypothèses n'a encore occupé une position dominante. Pourtant, derrière ces débats scientifiques se cache déjà quelque chose d'important. La question fondamentale ne se résume plus à savoir si la conscience peut rentrer dans la compréhension classique du monde. La réponse est évidente, ce n'est pas le cas. Mais une question plus profonde et cruciale se pose. Cette vision du monde a-t-elle jamais été complète et pleinement cohérente sans prendre en compte la conscience? En physique classique, nous avons l'habitude de considérer que l'univers est une collection d'objets se déplaçant dans l'espace,
évoluant selon les lois du temps, entièrement indépendant de l'observateur. Dans ce contexte, la conscience était plutôt une exception, un effet secondaire aléatoire de mécanismes complexes, un produit secondaire singulier, apparaissant uniquement dans des systèmes suffisamment complexes. Elle survenait plus tard, comme quelque chose d'indissociablement supplémentaire à la matière. Cependant, la mécanique quantique a fondamentalement bouleversé cette image habituelle dès ses tout premiers fondements. Selon sa description rigoureuse et précise, l'univers ne se limite pas simplement à un ensemble de choses fixes dotées de propriétés déterminées. Il constitue une structure de probabilités, de liens et de possibilités potentielles. Le véritable résultat n'est pas constitué d'objets géométriques ou matériels, mais plutôt d'un ensemble d'influences et d'interactions dont dépend le déroulement des événements. En réalité, les choses n'existent pas en tant qu'entité définitive, tant qu'elles ne se distinguent pas par quelque chose d'autre, tant que leur séparation ou leur définition n'intervient pas à travers une interaction. Le simple fait de définir ce qu'est une chose, ce qui est qui, dépend entièrement de l'acte même d'interaction. Cela ne signifie pas que la conscience crée directement la réalité, mais cela renforce considérablement l'idée qu'il est impossible de comprendre la réalité sans prendre en compte le rôle de l'observation, de la perspective et de l'information comme composants indispensables de ce processus. En neurosciences aussi, un changement similaire se manifeste. Le cerveau n'est plus perçu comme une simple machine réagissant à des stimuli. Il est considéré comme un organe complexe, actif et extrêmement sensible au contexte, qui prévoit, intègre l'information et construit l'expérience. L'expérience n'est pas transmise passivement, elle se crée consciemment, activement, par l'interaction entre différentes parties du cerveau et leur influence mutuelle. Même si la participation partielle des processus quantiques dans ces mécanismes est éclaircie, on peut dire que la conscience ne se limite pas à être enclenchée par les lois physiques. Elle devient une partie intégrante du tableau complexe qui génère et façonne la réalité. La relation avec ce phénomène et ses conséquences est si étroite et profonde qu'il est difficile de dissocier directement un aspect de l'autre. Cette interconnexion entraîne des conclusions et des implications spécifiques qui nécessitent une réflexion approfondie. Il faut comprendre que la frontière entre notre monde intérieur, la conscience, et le monde extérieur, la réalité extérieure, n'est plus aussi nette et infranchissable qu'il y paraît au premier abord. Toute notre vision traditionnelle, dans laquelle nous nous percevons comme des êtres isolés, enfermés dans leur propre corps et regardant vers l'extérieur, vers l'univers environnant, peut de plus en plus souvent être vue plutôt comme une illusion commode créée par notre perception, plutôt que comme une vérité absolue. Cette idée invite à repenser de nombreux vieux débats bien connus, dans lesquels nous restons souvent prisonniers de représentations habituelles. Des débats sur la nature de la conscience, sur sa localisation et sa véritable nature. Par exemple, la croyance répandue selon laquelle la conscience réside à l'intérieur du cerveau, ou au contraire, en dehors, suppose que la localisation de la conscience suit la logique et l'intuition classique de la physique, qui dicte que les objets existent dans des espaces déterminés et possèdent des frontières nettes. Cependant, la mécanique quantique montre que cette intuition ne fonctionne pas toujours, car dans son cadre, les frontières entre objets et leur environnement deviennent floues, voire disparaissent complètement. Il devient de plus en plus évident que la biologie commence aussi à remettre en question la compréhension traditionnelle du monde intérieur de l'être humain, devenant toujours plus complexe et ambivalente. Les débats actuels sur l'existence de la libre arbitre et sur la véritable nature de cette liberté, souvent considérée comme une illusion, reposent sur l'hypothèse que les relations de cause à effet suivent une progression linéaire dans le temps, du passé vers le futur. Mais les processus au niveau quantique compliquent considérablement cette vision classique, rendant la causalité et la prévisibilité beaucoup moins nettes. De plus, le rôle de l'incertitude inhérente aux lois physiques complique la délimitation claire entre cause et conséquence. Même la peur, inscrite dans des hypothèses telles que l'immortalité quantique, renferme une idée essentielle. Elle montre explicitement à quel point l'identité personnelle est liée à la continuité, à la mémoire et à l'histoire. Si l'on imagine que ces composants disparaissent, la sensation de stabilité et de pérennité, qui semblait si naturelle et certaine, perd son évidence. En conséquence, on éprouve le sentiment qu'en perdant la mémoire,
l'histoire cohérente et la cohérence interne, notre existence devient moins fiable, et non plus. Toute la construction complexe de sa propre identité, son sanctuaire pour ainsi dire, s'effondre, et un nouveau regard s'impose. Le cerveau ne ressemble plus à une machine autonome et prévisible, mais devient une interface, un moyen d'interagir avec la réalité environnante. La conscience cesse d'être perçue comme un état hallucinatoire personnel, caché au sein de notre esprit, pour devenir quelque chose de plus complexe, l'expression d'interrelations et de relations. De surcroît, l'univers dépasse l'image d'un objet fini et achevé, se transformant en un processus constant et continu. Tout cela soulève immédiatement une question importante. Signifie-t-il que cette approche implique que le sens de la vie, sa finalité ou une certaine bienveillance cosmique serait entièrement illusoire? Absolument pas, car ces idées, plutôt des interprétations humaines, imposées de l'extérieur, ne résultent pas de découvertes scientifiques ou de recherches objectives. Que signifie alors cette perspective? Elle indique qu'elle recèle une vérité calme mais très inquiétante. C'est précisément cette traduction du concept ponctuel de conscience vers un cadre plus flou, dans le processus plutôt que dans le résultat final, qui constitue en fait le message le plus important et en même temps le plus déconcertant. C'est cela qui met en lumière, de façon profonde et fondamentale, la question: la confrontation scientifique avec la nature de la conscience et de la matière résoudra-t-elle leur relation en la réduisant à une simple identité? Au contraire, l'approche réductionniste suppose qu'une particule peut être expliquée par ses propriétés ou ses fonctions, plus fondamentales que le système lui-même. En ce sens, la physique quantique suggère que parfois l'ensemble, dans toute sa plénitude, définit les propriétés et les limites de ses parties. Si c'est le cas, alors il est possible que la conscience ne soit pas une création aléatoire ou involontaire de l'univers, mais plutôt l'un des moyens par lesquels celui-ci s'auto-exprime et se différencie. Ce n'est pas une force extérieure ou une entité étrangère qui surveille la matière de l'extérieur, mais un processus interne durant lequel le potentiel se transforme en réalité, en expérience et en compréhension. Cette idée, difficile à saisir, résiste fortement à toute explication définitive et rassurante. Elle ne fournit pas de point final et exige une réflexion constante entre sciences non physiques et quêtes philosophiques. Elle renferme un défi particulier: renoncer à la recherche d'une vérité ultime et définitive capable de rassurer tout le monde, et reconnaître que la réponse échappe probablement toujours, laissant derrière elle seulement une sensation subtile d'insuffisance. Il peut sembler que c'est ici que réside le sens de toute cette situation. Tout ce qui nous reste, c'est d'accepter la complexité et l'imprévisibilité de cette interaction, située quelque part entre la science rigoureuse et la philosophie profonde, entre l'expérimentation et la contemplation intérieure. Et peut-être est-ce là la vérité. C'est là que se trouve la leçon suprême. S'attendre à ce que la conscience s'insère parfaitement dans un système de coordonnées établi pour l'exclure est une erreur. Il faut garder à l'esprit que la subjectivité n'est pas simplement un sous-produit ou un effet secondaire rare de la réalité. Elle est la base de la connaissance de soi, et tenter de la réduire totalement à des objets matériels ou à des équations formelles conduit inévitablement à la simplification et à la distorsion. En fin de compte, la mécanique quantique nous a montré non pas autant comment incorporer la conscience à la science, mais comment elle a été ignorée, cachée et silencieuse tout au long de l'histoire. Elle a révélé que la question de la nature de la conscience n'est pas si simple. Elle faisait partie d'une dimension non exprimée et oubliée depuis longtemps de la recherche scientifique. Quelle suite? Peut-être que de nouvelles expériences et recherches bouleverseront nos convictions, proposeront de nouvelles théories capables d'expliquer l'émergence de la conscience, ou, à l'inverse, approfondiront ce mystère même, qui reste insoluble. Quoi qu'il en soit, le chemin dans cette voie demeure ouvert, et la compréhension ultime reste inaccessible. La direction du développement se précise déjà, et devient de plus en plus évidente. Nous nous détournons de l'idée d'un univers où la raison serait un simple produit secondaire, accidentel, résultant de processus complexes et aléatoires, et avançons vers une autre vision du monde, où l'observation, l'information et l'expérience personnelle commencent à jouer un rôle clé,
devenant indissociable de la structure même de l'existence. Ce changement n'est plus lié à la recherche de réconfort ou à la tentative d'acquérir une certitude, mais sert de rappel que la réalité qui nous entoure est bien plus mystérieuse et inhabituelle que ne le racontent les histoires que nous inventons pour la rendre plus compréhensible et maîtrisable. Ces récits agissent comme une enveloppe qui nous aide à naviguer dans le chaos du monde, lui donnant sens et cohérence. Cependant, un point important est que le processus même de création de tels récits constitue une partie intégrante du phénomène que nous cherchons à saisir et à comprendre dans les profondeurs de la nature de l'être. En d'autres termes, notre acte de raconter des histoires sur le monde n'est pas simplement une manière de l'expliquer, mais aussi l'une des composantes essentielles de la réalité elle-même que nous aspirons à appréhender.